Azul Flawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature, de poésie et surtout de kabylie. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir un homme qui se bat pour les valeurs kabyles depuis de longues années. Alors, je suis donc heureux de recevoir Rachid Oulbsir, qui nous vient de Kabylie. Rachid Oulbsir, bienvenue à Berbère Télévision. Merci. C'est moi, merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, on va continuer cette quête des origines, cette quête du patrimoine. Hein. Et puis, donc, tu es devenu éditeur, Rachid. Hein. On te connaissait en tant qu'écrivain, en tant que journaliste, en tant qu'intellectuel. Aujourd'hui, tu as fondé une maison d'édition qui s'appelle Afriwen Édition. Afriwen Édition, voilà. Afriwen, c'est les ailes, c'est en même temps les feuilles de l'arbre, la végétation, l'écologie, c'est l'environnement, c'est aussi la feuille blanche, la feuille pour écrire. Donc c'est un concept qui regroupe le voyage, l'évasion, la quête de l'universalité, qui regroupe aussi le terreau, donc l'arbre, l'enracinement, donc la feuille qui sanctionne un peu le fleurissement et la floraison de notre idéal, et aussi les feuilles blanches qu'il faut remplir pour sauvegarder notre identité et la transmettre à nos enfants. C'est excellent, hein, beaucoup de belles valeurs. Donc, Afriwen a démarré quand, Rachid? 2014. Il m'avait fallu une année pour monter une maison d'édition. En Algérie, oui, c'est très difficile de monter une maison d'édition ou de monter autre chose de créatif. D'accord. Dès qu'on touche à un espace où on crée de la richesse matérielle ou intellectuelle, ça devient difficile. Ça devient problématique. Se soumettre à beaucoup de règles, beaucoup d'injonctions, beaucoup de papiers, la vindicte bureaucratique. En résumé, on peut ouvrir un restaurant en un mois, une gargote en 15 jours, mais une maison d'édition, ça m'a demandé exactement 11 mois. 11 mois pour démarrer, mais comme à ton habitude, hein, tu te bats toujours, donc tu as abouti. J'ai abouti à force de patience, de persévérance, disons de compréhension de ce milieu-là. Il n'était pas question de s'emporter. Voilà. Pour avoir des résultats, il fallait donc appliquer loi après loi, règle après règle, et finalement j'ai abouti en début 2015. Je me suis donné une feuille de route. 2014, création de la maison. 2015, début de publication et d'édition d'ouvrages. Principalement, ce sont les miens pour démarrer. J'ai réacquis les droits des bouquins que j'ai publiés ici en France. Et j'ai relancé ces bouquins-là, ces ouvrages. Et là, je suis en train d'affiner un peu ma ligne éditoriale en me consacrant exclusivement au patrimoine culturel immatériel sous forme de monographie villageoise. Donc j'insiste là-dessus, je suis en train de pousser des jeunes qui sont un petit peu timides, qui savent écrire mais qui croient que c'est vraiment monstrueux, difficile et tout. Je les aide à récolter, à mettre sur papier la mémoire de leur village, que ce soit l'histoire de leur mausolée, l'histoire de leur fontaine, l'histoire de leur habitat, leur architecture, leur environnement écologique, les hommes et les femmes célèbres de leur contrée, que ce soit un village ou un groupe de villages. Oui, ou une région, bien sûr. Ou une région, bien sûr. Voilà. Eh ben, c'est excellent. Et donc, toi, tu leur donnes un canevas, tu leur dis un petit peu comment le travail se présente. Je leur tiens la main, oui. Je leur dis par où commencer. Et dès qu'ils ont mis le pied à l'étrier, je les suis, étape par étape. Je leur montre ce qu'il faut, comment chercher l'information, comment, si tu veux, mettre en place même parfois des mythes quand on n'a pas de certitude. Oui. Il y a des mythes fondateurs comme ça qui sont rapportés. Seulement, il faut travailler dans la diversité. Il ne faut pas être dans l'esprit unique. Il faut rapporter toutes les versions qui existent. Et ainsi, nous constituerons
un matériau pour les universitaires. D'ici 4-5 ans, les universitaires auront sur quoi travailler pour reconstituer notre histoire, notre mémoire, notre univers, notre imaginaire, notre cosmogonie et nos racines. C'est excellent, franchement, bravo. Et donc, tu as publié, donc tu disais déjà tes livres, hein, Oui. certains ont été publiés ailleurs, d'autres n'ont jamais été publiés. Hein. C'est le cas donc de ce roman, Algérie, le printemps reporté. Hein. C'est un roman exquis, émouvant, plein de poésie et agréable à lire. N'est-ce pas? Oui, Alors, oui. qu'est-ce qu'il nous raconte, ce roman, Rachid? Bon, alors, il s'agit d'un pays qui sort du joug colonial, de l'abîme de l'oppression. Donc c'est l'indépendance, c'est le lendemain de l'indépendance, c'est la fête. Et tout le pays attend le printemps, l'arrivée du printemps. Oui. Hélas, ce printemps est retenu en ville par les nouveaux chefs qui ont décidé de s'approprier exclusivement pour eux. Et le garder pour eux. Le garder pour eux. Et ne pas laisser le printemps se rendre dans la forêt, sur les collines, par monts et par vaux. Oui. Alors l'intrigue commence, les montagnards et les campagnards ont décidé d'aller chercher leur part de printemps. Et c'est l'affrontement. Voilà. Et il y a un poète. Il y a un hein, poète, il y a un oui, poète, hein, il suit un peu le livre. C'est le hein, guide, voilà. C'est le guide. D'ailleurs, il n'a pas de nom, il s'appelle le poète. Le poète, ça Alors, suffit. Ça suffit. Le poète, lui, il est un peu ambigu, mais bon, il est un peu l'égérie de la foule. Celui qui guide comme ça à distance la foule, qui fomente un peu le trouble, qui pousse, qui aiguise un peu les consciences. Oui. Et à un certain moment, évidemment, il se retrouve en prison. Évidemment. Ouais. Ah ben oui, il est le symbole de la liberté, donc voilà, la liberté comme le printemps. Voilà, ça ne va pas ensemble dans ce pays-là. Dès qu'on emprisonne le printemps, évidemment, on emprisonne les fleurs, la liberté, les abeilles, les oiseaux et les gens qui pensent. Parce que les gens qui ne pensent pas, eux, ils consomment le printemps. Oui. Alors là, ce type, il se retrouve en prison, et là, il trouve des gens beaucoup plus engagés que lui, qui sont emprisonnés, embastillés, pour leur patriotisme, pour leur excès d'algérianité, pour leur rectitude, pour leur droiture, pour avoir défendu des idéaux, oui. pour n'avoir pas succombé à l'appétit de la rente. Et il se retrouve donc, finalement, la prison, c'est lui, c'est son pays. Et au bout du roman, le poète sort, il est donc élargi, il se retrouve dans un pays méconnaissable, il ne le reconnaît pas. C'est un pays sous l'emprise du Tchador, l'emprise de l'obscurantisme, retour au Moyen-Âge, il se perd dans le boulevard. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ainsi? Ce pays? Donc il se pose des questions, il n'arrive pas à élucider, il n'arrive pas à retrouver de compagnons. Donc l'isolement dont il était victime, finalement, n'a pas été fécond. Et au bout du compte, il retourne chez les policiers, il leur demande d'être remis en prison. C'est son monde. Son monde, c'est la prison. Il préfère la prison, voilà, en fait. Il conclut en disant que mon monde, c'est la prison. C'est là-bas qu'il y a les vrais Algériens qui se battent pour l'Algérie. Et il conclut en disant que finalement, l'Algérie est une vaste prison. C'est une terrible métaphore, n'est-ce pas, Rachid Olmsier? Oui, mon ami. Hein? Et donc, le roman n'est pas que cela. Hein? Il est, je le disais, chargé de poésie. Et puis, il y a des références aux poètes, hein? L'Anqa, Jacques Brel, Dahman El-Harrachi. Mais c'est la création, c'est le monde de la cogitation, c'est le monde du cerveau. C'est des poètes, des créateurs de verbes, des rêveurs, des gens qui voient que sans la culture, il n'y a ni liberté ni rien d'autre. Ce n'est pas l'estomac qui dirige l'être humain, mais beaucoup plus le cerveau et le cœur. Et là, quand le cœur et le cerveau se retrouvent ensemble, même dans une prison, il y a création. C'est magnifique. C'est un peu la même thématique qu'on retrouve, pas exactement, hein, dans Chant de pain et de sel. Ah oui, là. Toujours publié chez Zafrioun et Éditions. Alors ce chant de pain et de sel, il est tiré d'un adage kabyle.
Oui, 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 c'est un peu à la Pharaon, c'est Oui. Shna Ntegoulaz le Mlah. Voilà, C'est une voilà. traduction directe, très bien heureuse, quoi. Oui. C'est le champ de pain et de sel. Donc alors là, c'est l'histoire très émouvante. Les gens sensibles, ils vont pleurer. C'est l'histoire d'un paysan qui a résisté à l'appel de la ville très longtemps Oui. et qui vit dans un monde qu'il maîtrise, un monde dans lequel il est en équilibre, dans lequel il est dans la plénitude totale avec son ménage, sa femme, ses enfants. Il vit en harmonie avec la nature. Il est dans la nature, il prélève de la nature juste ce dont il a besoin, il a ce qu'il faut autour de lui. Puis un jour, la ville l'invite, il refuse. La ville lui fait des suggestions, il refuse. Et puis un jour, la ville le convoque. Ah, là, ça se corse. Ça se corse, il ne peut pas résister. La ville, c'est l'électricité, c'est l'hôpital, c'est la route goudronnée, bitumée, c'est l'école pour les enfants, etc. Donc, il est pris dans le tourbillon de la ville. Puis quand il arrive là-bas, il tribe sans arrêt, ni maladie. Tout le monde travaille, ses filles roulent le couscous, ses enfants vendent des gadgets sur le trottoir, sa femme travaille pour les voisines, et lui il bosse dans une usine où il fabrique des bateaux de plaisance pour les nouveaux riches, dont il ne profite pas du tout. Puis un jour, il meurt, et il ressuscite sous un pont. Clochard SDF avec une bouteille de rouge à la main. Et là, il voit le monde. Hein. Il voit le monde dessous son pont. Il est Oui. sous le pont avec une bande de clochards comme lui. Il regarde, il entend les bruits de la ville, la luxure de la ville, les excès de la ville. Il regarde de loin, évidemment, comme un fantôme. Oui, il est en fantôme. Oui. Et puis là, il se prend d'amitié avec un SDF comme lui, qui était malade et qui perdait sa chair sous la gangrène et en boule, etc. Et puis son ami le supplie tous les jours de le tuer. Donc il accède un peu à l'euthanasie et il euthanasie son ami. Donc il lui met un chiffon dans la gorge, il le tue. Et ses copains déguisent cette euthanasie en crime crapuleux pour qu'il puisse bénéficier d'aller en prison. C'est toujours cette thématique de la prison qui est elle un revient, espace de sauvegarde. Voilà. Elle revient. Voilà. Hein. Voilà. Rachid Mimouni, paix à son âme, disait dans l'un de ses écrits que les gens les plus valeureux, on les retrouvait effectivement en prison. Dans les geôles, oui. C'était une époque de ce pays-là qui n'arrête pas de se chercher jusqu'à aujourd'hui. Oui. Il n'arrive pas à trouver l'issue. Le pays est entre de mauvaises mains, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et ce retour, Rachid, ce retour à la nature, tu l'as toi-même vécu. Je signale que tu es diplômé en économie politique de la Sorbonne. Voilà. Tu as fait donc des hautes études, comme on dit. Et puis donc un jour, tu décides d'aller toi-même vivre donc près de la terre. Voilà, je suis retourné en Algérie en 83, 84. Donc j'ai travaillé un petit peu dans une université. Je me suis remis en question parce que ce que je faisais dans l'université participait finalement de l'exploitation de la population, participait de la justification intellectuelle d'une dictature. Et je n'en voulais pas, évidemment. C'était contraire à mes valeurs, contraire à ce que je pensais. Et j'ai plié mes cahiers et mes bouquins et j'ai remis tout ça à Charlemagne, comme on dit. Oui. Et j'ai rejoint la ferme familiale et gloire aux ancêtres qui n'ont pas vendu leur terre. D'ailleurs, mes ancêtres, ceci est dit entre parenthèses, ils ont été séquestrés en 1872. Ils ont travaillé durant 2 générations pour racheter leur propre terre. Ça, c'est après la guerre al-Muqranienne, Cheikh Haddad, n'est-ce pas Tu en parles un petit peu rapidement de Cheikh Haddad dans Champ de pain et de sel. Oui, c'est un peu, si tu veux, le Cheikh Haddad, c'est l'image de ce chef qui comprend qu'il allait vers le désastre, qu'il allait fomenter une révolte qui allait vers le désastre, mais que cette révolte était inéluctable. Voilà. Parce qu'il y avait des forces qui avaient besoin peut-être même de se suicider, mais disant que le fruit viendrait plus tard. C'est d'ailleurs historiquement 1871, c'était la dernière révolte. Il a fallu attendre 1954
pour que le peuple se reconstitue et qu'il puisse... Mais c'est une énorme cassure aussi. En tout cas, pour la société kabyle, les historiens sont unanimes. La cassure est encore plus profonde qu'avec la guerre de libération nationale. Ah oui, tout à fait. 1871 a 1871 détruit la société kabyle. 1871 fut la première insurrection, disons, où les Algériens avaient attaqué, dans l'espoir de sortir le colonialiste. Alors que toutes les insurrections précédentes étaient des résistances. C'est vrai. On résistait à la pénétration. Mais une fois que le colonialiste et l'Empire français s'étaient installés, il y a eu cette idée en 1871, puisque la France à l'époque était en guerre contre la Prusse, donc ces unités étaient mobilisées en Europe. Donc c'était l'occasion. C'était peut-être le moment propice. Malheur on prit à la paysannerie parce que la guerre de Prusse n'a pas duré. Oui. Et d'ailleurs, ça a coïncidé avec les communards à la commune de Paris. C'est vrai. Et les bagnards algériens, tous les chefs d'Algérie ont été déportés en Nouvelle-Calédonie avec les chefs de la commune de Paris. Oui, avec Louise Michel, entre autres. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et donc, ce retour à la terre, Rachid Oulbsir, tu le racontes aussi dans ton roman Les Derniers Kabyles, qui est aussi réédité aux éditions Tira, dans une belle texture, n'est-ce pas? Alors, ce roman, Les Derniers Kabyles, c'est un titre un peu provocateur. Tout à fait, oui. Bon, là, en gros, je suis passé de la littérature de l'urgence, qui était le journalisme, à la littérature de sauvegarde. C'est encore plus urgent que le journal. Oui. Je me disais que, bon, on a peut-être une mission, nous autres, qui savons lire et écrire, c'est de sauvegarder toutes les pratiques, tout le patrimoine culturel immatériel des ancêtres qui a fait traverser quand même des millénaires à notre communauté et qui, en ce moment, il vit un petit peu les derniers instants. Donc je me suis dit que je dois me doter des moyens pour ne serait-ce que fixer par l'écrit dans un premier temps, avant d'arriver à fixer par l'image et l'écrit, donc les derniers rudiments, les survivances culturelles, de ce qui reste comme tradition, comme pratique cultuelle, comme pratique culturelle, comme rituel économique, socio-économique. Déjà l'ambiance du village, tu la restitues et les gens qui ont connu cette ambiance savent qu'aujourd'hui elle n'existe plus. C'est pas seulement les derniers Kabyles, une métaphore, une provocation, mais il y a une réalité aussi. Absolument, il y a une réalité. Disons, ce qu'il y a de dramatique dans cette réalité, c'est que, comme dit l'adage kabyle, il a voulu parader comme la perdrix, il a perdu la démarche de la poule. Nous sommes donc entre perdrix et poule. On n'a pas pu être des perdrix et on a perdu la fonction de la poule. Donc on est sorti, si tu veux, d'un monde utile, d'un monde très simple, qui était en relation très harmonieuse avec la nature, l'environnement, la flore, la faune, l'eau, la montagne, les oiseaux et tout. Et on n'a pas pu entrer dans le monde industriel tel que nous le vivons aujourd'hui en Europe, par exemple. Et ce déracinement sélectif, entre guillemets, parce qu'il y a une partie de la population qui est... Toute la population est déracinée. Et une partie est réimplantée dans un autre monde. Dans un monde où elle trouve son équilibre. Mais la grosse majorité vit de cette espérance de mettre un pied dans la modernité, tout en refluant vers l'authenticité parce que n'ayant pas le choix et n'ayant pas de place dans la modernité. C'est un monde transitoire, très complexe, avec lequel il faut aller très prudemment pour pouvoir sauver ne serait-ce que les valeurs. Moi, je travaille sur les valeurs de cette civilisation basée sur l'oralité, basée sur des croyances et un imaginaire très très fertile et aussi très positif parce qu'il a traversé des millénaires et la société, je rappelle que la société kabyle
est peut-être l'une des uniques sociétés au monde où il n'y a ni prison, ni gendarme, ni police avant l'apparition de l'État central. C'est bien que tu le rappelles, toutes ces valeurs, je dirais, c'est des valeurs humaines. Hein. Absolument. C'est des valeurs humaines qui peuvent donc être utiles à toute l'humanité, n'est-ce pas? Tout à fait. Ce sont des valeurs universelles que nous partageons avec tous les peuples du monde, qu'ils soient développés ou sous-développés. Toutes les valeurs de propreté, de ponctualité, de parole donnée, de solidarité, d'hospitalité, de respect du voisin, et toutes ces valeurs-là. Du respect de la nature, de la générosité, de la générosité, du partage surtout, de la prise en charge des pauvres. Dans les villages kabyles, il fut un temps où la veuve et l'orphelin étaient pris en charge par le groupe, qu'il n'était pas question qu'il y ait quelqu'un qui ait faim ou soif dans le village. Il n'y avait pas de super riches et de super pauvres. Tout le monde était moyen et le riche était tenu de partager. Oui. Même si cette richesse vient de son propre effort. Est-ce que c'est ce qu'on appelle, c'est ce que certains appellent l'égalitarisme berbère? C'est tout à fait ça. C'est un égalitarisme, mais un égalitarisme conscient. Ce n'est pas du populisme. Oui. Ce n'est pas une idéologie. C'est un égalitarisme vécu qui émane des profondeurs de cette civilisation, qui est reconduit, transmis et encadré par des croyances cosmogoniques, on peut oser ce terme. Tout à fait. Alors ces croyances-là consistent à créer, si vous voulez, un contre-pouvoir surnaturel qui assure les équilibres. C'est la civilisation des saints tutélaires, ce qu'on appelle les esprits ou bien les manes. Oui. Et toute l'éducation de l'enfant dans la société kabyle repose sur un ensemble d'interdits qu'on appelle ourilaq, ce qui n'est pas valable, ce qui n'est pas licite, ce qui n'est pas permis. Tout ce ourilaq, ce concept-là, regroupe tout ce qu'il ne faut pas faire. Et de l'autre côté, toutes les bonnes conduites qui consolident le lien social, qui construisent le tissu social, qui reproduisent, si tu veux, l'utilité et le sacrifice au travail, parce que les Kabyles sont très laborieux, ils bossent, ils sont besogneux. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, parce qu'ils sont sur une terre quasi ingrate, c'est la montagne, ils ont été refoulés depuis des lustres à l'avènement des Arabes dans le 8e siècle. Oui. Donc toutes ces conditions-là, ce relief, ce climat, cette difficulté à tirer de la terre sa subsistance, a obligé les gens à s'organiser au plus près. Et donc à se supporter les uns les autres jusqu'au point où, par exemple, arracher un olivier ou bien casser la branche d'un olivier était puni d'une amende, puni même de la quarantaine. C'est un arbre précieux, on y reviendra, bien sûr. Tout à fait. Et donc, dans tout ça, il y a même donc, des lois que les habitants établissent. Hein, c'est des règles qui doivent être respectées par tout le monde, n'est-ce pas? C'est le droit coutumier. On appelle ce l'oufaq, c'est-à-dire le consentement. C'est-à-dire les règles pour lesquelles tout le monde est d'accord. C'est très important. Il y a une agora, il y a une double tajmah. Il y a tajmah des hommes à l'extérieur, il y a tajmah des femmes, à l'intérieur, qui se passe généralement dans l'espace de la fontaine, de Thala, qui est derrière Thala souvent. Bien sûr. Et les femmes dans la société kabyle, elles avaient toujours le dernier mot. Quand il y avait un problème dans l'agora des hommes, c'était les femmes qui tranchaient. On suspendait. C'est bien que tu le dises parce que c'est un peu occulté et ça fait quand même des détracteurs de la société kabyle un moyen de dire que ça ne marche pas. Voilà. De la femme kabyle, la porteuse de fagots ou détruire la femme esclave, etc. Ce qui est complètement faux. Ce n'est pas vrai dans la réalité. Ceux qui connaissent en tout cas la société kabyle. La société kabyle est structurée en pouvoir apparent et pouvoir réel. Le pouvoir apparent, il est assumé par l'homme, avec sa grande moustache, c'est lui qui va au sourd, etc. Mais le pouvoir réel, c'est la femme qui le détient. N'oublions pas que la société kabyle est matrilinéaire, c'est une société matriarcale. Et là, dans la cosmogonie kabyle, c'est-à-dire l'imaginaire ancien kabyle, nous descendons d'une femme
qu'on appelle la première mère du monde. Ils Imesndunith, la première mère du monde. Et les Kabyles étaient darwiniens avant l'heure. Dans quel sens? Il disait que l'homme et la femme sont sortis de l'océan, sont sortis de l'eau, et contrairement aux religions monothéistes qui affirment que Ève est tirée de la côte droite d'Adam, ce que les Berbères n'ont jamais accepté. La cosmogonie kabyle dit la première femme, le premier couple originel est sorti de l'eau, le premier couple de bovinés, vache et plus veau, est sorti de l'eau. Le premier couple d'animaux sauvages est sorti de l'eau, Warzen Tseril, l'ogre et l'ogresse. Et les animaux sauvages sont dérivés de là. Et c'est une vision assez scientifique, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, nous savons que la vie vient de l'eau, n'est-ce pas? Absolument, et surtout que tout le monde retourne maintenant à la nature, tout le monde retourne au respect de l'environnement. Et maintenant, il y a d'immenses forces politiques qui se disent écologistes, mais les Berbères étaient peut-être les inventeurs de l'écologie. Je m'avance un petit peu, mais au vu du rythme, des connexions et des liens qu'ils avaient avec la nature, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de peuples qui respectaient. Ce ne serait pas faux, Rachid, parce que les Berbères ont eu une mauvaise presse au niveau des écrivains depuis très longtemps. Mais si on regarde, si on se dit que l'homme vient de la Corne d'Afrique et qu'il s'installe dans ce vaste territoire de l'Afrique du Nord, donc on ne retrouve pas un peuple ancien qui s'installe sur ce vaste territoire. Dans ce genre de débat, il est nécessaire de convoquer les sciences. Voilà. L'archéologie préhistorique établit que l'Afrique du Nord est habitée au moins sans interruption, depuis 2 millions d'années. Notons au passage que le premier homme, le primitif qui inventa le feu, c'est l'homme primitif de Tiaret, en Algérie actuelle. Oui, bien sûr. Dont nous sommes sans doute les descendants, puisqu'il n'y a pas eu de mouvement. Certainement, oui, bien sûr. Le premier homme primitif qui a inventé la lame de silex, c'est l'homme d'Efalou, de la caverne d'Efalou, de Souq el-Snin, près de Béjaïa. Et ça, ce sont les études scientifiques qui le disent. Et en plus, c'est des Occidentaux, donc on ne va pas nous accuser de fabuler. D'être chauvin. Voilà, d'être chauvin. Et on peut chercher là-dedans, le premier romancier de l'humanité, c'est notre ancêtre Apulée de Mador, avec l'âme d'or, les métamorphoses, le théâtre de Saint-Augustin, il a fait école, les gravures rupestres. Nos ancêtres ont donné énormément de valeur à l'universalité. Au patrimoine universel. Au patrimoine universel. On peut chercher, vous savez, dans les détails, on peut même affirmer ici que ceux qui ont guidé Christophe Colomb dans la découverte de l'Amérique, c'est une famille berbère, c'est une famille berbère, les 3 frères Pinson. Il y a eu d'autres aussi, il y a eu même des bûcherons des forêts de lac Fadou qui ont... C'est bien que tu le dises, tu le rappelles, Rachid. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain et éditeur Rachid Oulbsir. Donc Rachid, on disait un peu l'apport souvent ignoré, souvent occulté des Berbères à la civilisation mondiale. N'ayons pas peur des mots. Il y a récemment un linguiste anglais qui disait que probablement l'écriture tifina serait la première écriture, contrairement à beaucoup d'idées développées par ailleurs. Oui. De toute manière, même si ce classement-là n'est pas très important, qu'elle soit la première, la seconde ou la troisième, le fait est que nos ancêtres aient eu accès à l'écriture, qu'ils aient inventé leur propre écriture. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans leur relation à l'expression de leur univers, ils aient eu besoin d'écrire et qu'ils aient créé leur alphabet, leurs lettres et surtout leur grammaire. Et ça, c'est très très important quand on remonte dans l'histoire et qu'on se dit que ce peuple-là qu'on dit toujours colonisé, toujours dominé, et qui a tant donné à l'universalité, comment se fait-il qu'il ait vécu ce déclin? Moi, ça me taraude. Comment se fait-il que les enfants d'Apulée, qui a inventé le roman, aujourd'hui ne lisent pas un livre par an?
C'est une question pertinente, hein, et il faut qu'on se la pose. Hein. Forcément. Certainement qu'il y a des éléments de réponse, mais on peut aussi aider hein, les gens à aller sur ces territoires très intéressants, de l'écrit, hein, des mots, de l'imaginaire. Moi, je pense que il faut se reprendre en charge, il faut se reprendre en main. Ce que je tente de faire, moi, avec mes tout petits moyens de retraité. Je suis retraité, j'ai une toute petite pension et j'ai créé une maison d'édition avec mon propre argent. Je refuse, je le dis publiquement, je refuse le soutien des fonds de l'État. Je pense que tout un chacun doit se prendre en charge et sortir du populisme et du mensonge et surtout de la compromission avec des forces occultes qui ont de l'argent. Les gens qui te financent, ils ne te financent pas gratuitement. Ils te financent pour que tu reproduises leurs idées. Dans des buts inavoués de compromission, comme tu le disais? Tout à fait, tout à fait. Il y a des idéologies actuellement, je n'apprends rien à personne, mondialistes, et il y a des idéologies mondialistes modernistes, mais il y a des idéologies aussi mondialistes rétrogrades. Il y a des idéologies obscurantistes criminelles, l'idéologie islamiste en est une. Actuellement, avec la variante wahhabite, et là, moi je me pose des questions, les démocraties occidentales qui, d'une main, acceptent bien les financements de l'Arabie Saoudite et de l'autre gueulent, crient. Quand il y a des attentats chez eux. Quand il y a des attentats chez eux, ils sont en train de couver la vipère. Moi je le dis, cessez messieurs de couver la vipère. Cessez de réchauffer la vipère. C'est bien dit, Rachid. Parce qu'il y a un conte kabyle qu'est-ce qu'il dit ce conte-là, on appelle le serpent du capuchon. C'est l'histoire d'un paysan qui passe devant une forêt, il trouve un serpent, ça se passe bon évidemment dans le monde fantastique des contes. Le serpent était givré, était glacé par le froid. Le pauvre homme, il dit tiens, j'ai un capuchon, je vais prendre ce serpent, là je le mets dans le capuchon, il va se réchauffer, ensuite je le relâche. Voilà. Et au moment où le serpent s'est bien réchauffé, il a entouré la gorge du paysan et l'a menacé de le tuer. Et bon, je ne dis pas la fin du conte parce que je laisse quand même une note d'espoir que l'on tire la sonnette d'alarme. Cessez, messieurs, de réchauffer les serpents islamistes. Oui. Alors, dans les livres que tu as publiés, toujours chez Afriwen, il y a aussi donc ce livre Djoudjoura, Le temps des olives. Je disais, on va arriver aux olives. Oui. Et tu as bien fait de reprendre donc ces reportages, Rachid, parce qu'ils sont d'abord plus que d'actualité. Et puis, ils racontent des vécus, hein, c'est des vécus pluriels. Et le livre est sorti, une fois n'est pas coutume, en une double version. Donc, le Djoudjoura, Le temps des olives en langue française, et Ousseinou Zmour, Gdouran al-Qabaïl, Danadir Sqabaïlis. Voilà. Ben donc, c'est le même texte. C'est le même texte, mais bon, mais c'est un texte qui est très riche. Hein, et je signale d'ailleurs pour les téléspectateurs qu'il y a un glossaire à la fin, hein, un glossaire où tu expliques beaucoup de mots, beaucoup de concepts et beaucoup de références par rapport à tout ce qu'il y a dans le monde des olives. Il y a même le calendrier agraire kabyle. Exact, le calendrier agraire kabyle. Oui, tout à fait. Et donc, si tu pouvais nous dire un peu en synthèse, donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre en tant que lecteur dans Djoudjoura, Le temps des olives? Alors, cet essai, bon, il est un petit peu entre la technique de l'essai et la technique du reportage. Donc c'est assez original comme présentation, comme ce n'est pas un essai au sens classique du terme. Mais c'est la compilation de reportages vécus où je suis impliqué carrément parce que je rappelle que tu as été pendant une vingtaine d'années correspondant de presse. Absolument. Donc tu as pris le pouls de la société réelle, hein, pas celle qu'on invente, hein, en tant qu'intellectuel de salon, n'est-ce pas? Non, c'est l'intellectuel au sens Mouloud Mamri.
C'est l'intellectuel qui va dans l'objet de ses recherches. Donc j'ai vécu avec les oléiculteurs, ceux qui produisent de l'olive, avec les bergers qui font les transhumances en haute montagne. Et ça, au début, c'était pour les besoins de mon journal. Je travaillais avec un journal qui a disparu, c'est Le Matin. Le Matin, qui est interdit en Algérie, qui a une version numérique. Voilà, j'y suis toujours d'ailleurs. Voilà. Et ce journal-là, après sa fermeture, donc m'a autorisé à reprendre tous ces reportages et les compiler, en faire un essai, parce qu'ils sont très importants. D'ailleurs, à leur publication, beaucoup de citoyens les découpaient et les archivaient. Bien sûr. Parce que ça parle d'eux. Ça parle d'eux, ça les aidait, ça leur donnait aussi des valeurs. Parce qu'il y a aussi des valeurs de la terre. Voilà, ça valorise leur existence. Et que d'aucuns leur disaient, voilà, les misérabilistes, etc., etc. Et là, dans ces reportages, je mettais en avant ce qu'il y avait d'humain, ce qu'il y avait d'universel, ce qu'il y avait de fondamental dans leur enracinement, et que c'était très bien et que c'était comme ça, qu'il fallait que ça continue. Quand vous voyez des bergers qui font des transhumances, les dernières transhumances du Jurjura qui durent près de 4 mois, je les ai vécues totalement avec eux. Ils fabriquent leur fromage. Les Kabyles savaient fabriquer le fromage. Les gens ne savaient pas. Oui. Tichlilt. Et ils savaient fabriquer le yaourt. C'est vrai. Ils le fabriquaient, le yaourt instantané, avec du lait de chèvre et quelques gouttes de latex à partir d'une figue ou à partir d'une plante qui pousse sur la montagne. Et moi, je l'ai vécu ça. Et ils vivaient de gibier, ils faisaient leurs propres galettes sur place et tout. Et c'est un monde féerique qu'on n'a pas le droit de laisser partir. Oui. C'est tellement beau, c'est tellement c'est joli ce que tu dis, féerique, effectivement, ce sont des textes féeriques. Tu rappelles par exemple comment on démarre la récolte et comment elle est terminée. Hein, et il y a une fête, il y a toujours là-bas. Il y a une fête à la fin de la récolte. Les paysans, l'homme va sortir en ville, il est heureux, hein, la récolte est terminée. La récolte est terminée sans accident, c'est très important. Sans accident. Donc on observe un rituel de reconnaissance à la nature. Ce n'est pas une divinité quelconque. On reconnaît la suprématie de la nature et on sacrifie à un rituel festif. Les Kabyles sont très très festifs. Ils ont dans leur calendrier... Malgré les difficultés de la vie. Malgré les difficultés, dans le calendrier agraire kabyle, il y a 44 fêtes, 44 à halte. Alors il en reste maintenant peut-être une dizaine. Oui. Et la société est en train d'enfanter sur ce fond culturel ancien de nouvelles fêtes. Parce qu'on observe des fêtes qui n'existaient pas autrefois. Maintenant, il y a par exemple la fête de l'olive, la fête de la figue, la fête de la poterie, la fête du bijou, la fête de, dernièrement, Miss Kabylie, disons de la beauté, qui a été très polémique. Bon, il y a plein de fêtes qui émanent comme ça de la société, mais il y a aussi des mutations assez négatives. Et ces mutations-là, il faudrait peut-être les contenir et limiter les dégâts. Parce que nous sommes en train de passer dans certaines mutations. Je peux citer, si j'ai un peu de temps, là, je peux citer par exemple la salle des fêtes. C'est quelque chose de nouveau en Kabylie. Autrefois, nous faisions la fête intramuros, donc dans l'intimité au village. Donc on avait un monde où l'espace de la fête, c'était familial, où la fête était un instant, un moment de création gastronomique, de création culturelle, de création artistique. Poétique aussi. Poétique, et des joutes s'organisaient et tout. Et c'était surtout un moment où le tissu social se reproduisait, la solidité était testée par ces fêtes-là. Et dans ces fêtes, on n'avait pas intérêt à oublier quelqu'un dans les invitations. Donc sinon, c'était perdu, hein, c'était parti, l'animosité et l'adversité parti pour très longtemps. Mais la société kabyle a ses propres régulateurs. Quand vous êtes fâché avec quelqu'un, arrivent les fêtes où on se pardonne. Il y a des fêtes, il y a la fête. C'est fait pour cela aussi. C'est fait pour cela. Il y a la fête du pardon. Oui. Voilà. Et ce genre d'équilibre, il est formidable. Et en ce moment, nous assistons à une sortie
de ces fêtes-là vers l'espace public. Donc nous étions dans un espace intime, on sort sur l'espace public. Nous étions dans un monde, un univers de création. Nous passons à un univers de consommation, où il y a une division du travail, où ce ne sont plus les femmes et les hommes qui créent leur culture durant la fête, mais ce sont des spécialistes. On fait appel aux JO. Et parfois, ce sont de drôles de spécialistes, Rachid, absolument, de drôles de spécialistes absolument. Qui nous viennent avec des DJ et qui nous mettent parfois des musiques rail, etc. Oui, qui n'ont rien à pas voir. Ce sont des musiques qu'on ne peut même pas consommer. C'est du spectacle, je ne sais pas si on peut appeler ça du spectacle, mais c'est de la... C'est de la décrépitude totale. Et comment est-ce que beaucoup des nôtres arrivent aujourd'hui à accepter quand même cette culture qui n'est pas la nôtre? Il y a en ce moment-là, si tu veux, parce qu'il y a quand même un mouvement associatif qui est vigilant, oui. Un petit peu dans tous les villages. Là, on est en train de redresser un petit peu la barre. Moi, je fais partie un peu de ces associations-là. Oui. On dit que la salle des fêtes n'est pas mauvaise, mais que ce soit juste un lieu où ce qui se passait autrefois dans la maison familiale, on a un peu plus d'espace, on va le refaire là-bas. Tel quel. Tel quel, voilà. Il n'est pas question de se dévergonder ou de perdre sa nature parce que tu as changé d'endroit. Oui. Les femmes autrefois créaient leurs chansons. Pourquoi ne seraient-elles pas capables aujourd'hui de les créer? Oui. Elles faisaient le parathéâtre, le jeu de masques pendant les fêtes. Pourquoi elles ne le feraient pas aujourd'hui? Oui. Pourquoi seraient-elles devenues soudain des consommatrices de quelque chose qui leur est étranger totalement? Oui. Les hommes qui organisaient la fête, qui participaient à la cuisine, qui participaient autrefois aux invitations, à l'organisation globale de toutes les étapes de la fête. Pourquoi tout d'un coup ils deviendraient des consommateurs assis docilement sur des chaises et qui écoutent des musiques barbares? Oui. Ça c'est pas bon, c'est-à-dire que c'est pas bon pour nous parce que c'est en fin de compte justement effectivement c'est un processus de dire attention, il y a des choses qui partent et il y a en ce moment, se perdraient irrémédiablement. J'en parle dans les derniers cabines, il y a un double processus. Il y a un processus conscient au niveau de l'État central qui est engagé pour la momification. Voilà. La momification de la culture. C'est-à-dire qu'ils te mettent comme une momie, tu es présent, mais tu n'es pas actif. C'est juste un alibi pour dire, voilà, on a une culture amazigh. Mais en fin de compte, c'est une culture en vitrine. C'est une culture... C'est exactement comme cette supercherie d'officialisation d'une langue qui peut attendre. C'est le Donc terme. Il y a un nouveau texte de constitution, mais dans ce texte, il faudra attendre des années, ça peut mettre un siècle pour que cette langue soit officielle. Il y a plus grave que ça. Oui. Il y a plus grave que ça. Ce n'est pas une affaire d'attente qui dérange. On pourrait oui, attendre. tu peux nous dire, vas-y. Voilà, dans cette attente-là, il y a un processus qui est enclenché. D'arabisation, bien sûr. D'islamisation aussi. Il y a... Qui dit arabisation, l'arabe c'est une langue quasi morte, elle n'existe que comme langue liturgique, c'est une langue de religion. En tant que langue scientifique, dès qu'il y a besoin de recourir à la science, on mobilise la langue française, en Algérie, officiellement. Hein, oui, dans beaucoup d'autres pays aussi. On ne s'en cache pas. Oui. Bon, alors, concernant Tamazight, il y a d'abord cette supercherie au niveau de la Constitution. Il y a le classement déjà dans le préambule. Tamazight, il est classé en 3e position, alors que c'est la matrice, c'est le substrat sur lequel les autres langues sont venues se greffer. Donc il y a cette volonté manifeste de dévaloriser, de dégrader. Quand on rentre dans la Constitution... Il y a aussi cet aspect colonialiste qui fait dire... sans conteste, que l'Algérie est une terre arabe. Sans conteste. Quand on rentre dans l'article 3 et l'article 3 bis, on dirait l'article 3 bis c'est comme la deuxième femme d'un chef de harem, tu vois. Voilà, c'est ça. Il est là, c'est l'arabiste. L'arabe, il est complètement renforcé avec des verrous. C'est la langue officielle de l'État, des institutions et tout. Et la langue tamazight, c'est la langue officielle. Alors on se dit, la langue officielle de qui?
Oui. Soit ils font référence à un peuple amazigh, c'est sa langue, il faut qu'ils le disent. Soit c'est la langue officielle de l'État, comme l'arabe, c'est une langue des institutions. Et il faut qu'on aille la trouver, il faut qu'on la trouve dans les institutions. Oui. Mais pire que ça, quand on clôt cette constitution, qu'on regarde le dernier article, l'article 178, Oui. Tout peut être chamboulé. Hein? tout est bien défendu, l'arabe, Oui. l'islam, Oui, on ne peut pas la nature. y toucher. On ne peut pas y toucher, mais Tamazight n'y est Bah, pas. non, Tamazight, non. c'est scandaleux. C'est scandaleux. On ne C'est peut pas scandaleux. dire que c'est une langue officielle et que la loi ne la protège pas. Ceci dit, je rappelle que pour ceux les chantres de l'entrisme, je leur dis, réfléchissez, 2002, quand il y a eu constitutionnalisation de Tamazight, langue nationale, Oui. que s'est-il passé juste après? Les institutions judiciaires et législatives ont reçu des lois qui disent expressément qu'il est interdit d'utiliser une autre langue que l'arabe dans les institutions. Ce sont des C'est lois. encore une fois une supercherie et c'est flagrant, n'est-ce C'est pas? flagrant. Mais c'est bien que tu le rappelles. Il faut rappeler. Parce que en général, en territoire kabyle, on a un petit problème de synthèse et de mémoire. Il n'y a pas de capitalisation. Nous combattons sans capitaliser. C'est bien que tu le rappelles. On laboure, on sème et on ne moissonne pas. En Kabylie, Il faudrait qu'on apprenne à moissonner, Rachid. Il faut qu'on apprenne à moissonner et surtout à engranger nos récoltes et les partager de façon équitable et penser à l'avenir. C'est très bien dit. Oui. Le mauvais paysan, c'est le paysan qui mange sa graine. Et les Kabyles ont tendance à oublier qu'il faut laisser de la graine pour le futur. Pour les autres saisons qui arrivent. Mais heureusement qu'il y a des hommes comme toi et qui tentent quand même ce pari de sauvegarder cet immense patrimoine universel, je le répète. Et donc depuis quelques années, Rachid, tu parcours la Kabylie et c'est à ton honneur. Hein, tu es allé dans plusieurs villages de la Kabylie, au plus profond du pays kabyle, pour faire des conférences sur plusieurs thèmes. Alors comment ça se passe ? Bon, généralement, j'ai démarré il y a maintenant 4 ans à peu près. Oui. J'ai donné une première conférence dans une salle comme ça, dans un petit village. Et puis, comme les présidents des associations, les animateurs du mouvement associatif étaient là, c'est le départ. Et j'ai un cahier de charges plein, tout le monde m'appelle. De chaque village, Monsieur Oulbsir, on a besoin d'un animateur pour l'accueil du printemps, par exemple là bientôt. Oui. Bientôt c'est l'accueil du printemps, le 29 février ou bien le 1er mars. C'est une fête gigantesque qui prend 3-4 jours dans tous les villages de Kabylie. Elle s'est éteinte, puis là elle reprend. Dans certains villages, elle ne s'est jamais éteinte. Oui, à Eril Ali par exemple, voilà, Kfado, voilà, du côté de Tizim Berber et tout. Et bon. Voilà. Mais sur les 3000 villages de Kabylie, 3 villages qui fêtent le printemps, c'est très très peu. C'est assez peu. Voilà. Oui. Donc là, je disais que j'étais invité et je le suis tout le temps. Je parcours et avec mes propres moyens, mon petit véhicule, j'y vais, je donne ma conférence. Elle est suivie généralement de ventes dédicaces de mes livres ou des livres d'autres auteurs qui viennent avec moi. Maintes fois, j'ai été accompagné par d'autres auteurs qui ramènent leurs bouquins et je les présente au public. Et eux aussi, je leur mets le pied à l'étrier pour qu'ils aillent démultiplier cette méthode-là qui est très très bonne. Et je parle du patrimoine culturel immatériel, si je peux me permettre. Là, je vais rappeler un petit peu que le patrimoine culturel immatériel repose sur 5 dimensions scientifiquement établies par l'UNESCO, qui est l'institution culturelle de l'ONU. Alors nous avons la langue et la littérature orale, la langue comme vecteur de transmission. Ça, c'est la première dimension. Donc, la littérature orale en kabyle, ce sont les contes, les récits, les proverbes, les devinettes et tout ça. Nous avons la seconde dimension qui regroupe les arts du spectacle, la musique, le théâtre, la danse, le parathéâtre, le jeu de masques et tout ça. Et ça existe encore en Kabylie. La troisième dimension, ce sont les fêtes rituelles des calendriers agraires.
Et j'en parlais tout à l'heure, là il y a une dizaine qui a survécu et que nous sommes en train de raviver. La quatrième dimension, c'est un peu le rapport à la nature et l'imaginaire qu'on appelle l'imaginaire cosmogonique, donc la vision de l'univers chez les Berbères, comment ça se passe, et surtout le rapport à l'univers, le rapport à l'environnement, par la toponymie par exemple, par le rapport à l'arbre, le rapport à l'eau, le rapport à la terre, et surtout le lien très solide que le paysan cultive avec la terre. Et ce lien est fondateur, lui il est vraiment fondateur de civilisation. Et on essaye de le rembuter, de piocher un petit peu, de le maintenir. Et la cinquième dimension, sans doute l'une des plus aiguës, qui est menacée de disparition, ce sont les pratiques de l'artisanat traditionnel. Ces pratiques-là, je prends un exemple, par exemple le labour à l'arrière traditionnel, avec une paire de bœufs. Ce labour-là, il porte en soi, cette pratique porte en soi quelque chose comme 150 mots. Et quand cette pratique-là disparaît, c'est tout ce lexique qui s'en va. Bien sûr. C'est comme ça que meurt la langue kabyle. Si on prend l'exemple du métier à tisser à l'intérieur de la maison, la femme qui démarre depuis la tonte des brebis en achetant la laine, depuis cette période-là jusqu'au moment où elle sort son burnous, elle traverse une multitude d'étapes où elle convoque un lexique, un parler particulier propre à la pratique et qui est composé de quelque chose comme 220 mots que j'ai recensés. Et si cette pratique-là disparaît, décline, c'est tout ce vocabulaire qui s'en va. C'est ainsi que meurt la langue kabyle. الساقي ثورا وين يبغى نادي حيو تقبايليت ماشي تيرا كان تيرا د العاليت إلا قتمسلايد تقبايليت إلا قتناديض أني ذا غيد تسلالات قبايليت. Il faut chercher comment la langue naît. Quelles sont les pratiques qui donnent naissance à la langue? La langue, je le rappelle justement pour démystifier cette nouvelle constitution, la langue ne se crée pas dans une académie. Non. La langue, elle se crée dans le souk, elle se crée dans la ferme, elle se crée dans l'usine, elle se crée au café, chez le coiffeur, chez le boucher. C'est là que naît la langue. Et c'est là que les langues s'interpénètrent et s'intermêlent et forment de nouvelles langues. C'est le nombre de mots en français qui sont adaptés par le kabyle, mais qui sont broyés, qui sont malaxés et qui sortent de l'autre côté comme des mots nouveaux qui ne seraient jamais compris par un français. C'est formidable, c'est comme ça que naissent les langues. Alors les adeptes de l'académie, moi je leur dis, mettez des lunettes plus objectives, cessez de lorgner sur la rente, cessez de vous vendre. On n'a pas besoin d'académie, il y a des milliers de langues qui n'ont pas d'académie. On a besoin d'aller sur le terrain, de sauvegarder notre langue par des pratiques, de sauvegarder notre vie au quotidien, d'être avec les paysans, d'être avec les ouvriers, d'être avec les jeunes, d'être avec les femmes, d'être avec la modernité, à partir de notre socle identitaire, à partir de notre terreau. On ne peut pas créer la Tamazirt avec l'identité, avec l'académie. Moi, je suis contre la standardisation d'une langue. La langue, en Algérie, nous avons une vingtaine de parlers. Que chaque parler soit une langue officielle dans sa région. C'est très bien dit, et là tu brises un tabou. Il faut le dire, il faudra le dire. Il y a plusieurs langues. Il y a absolument plusieurs langues. Il y a plusieurs langues. Ceux qui disent aujourd'hui qu'il y a une langue tamazirt sont des politiciens. Voilà. Ce ne sont pas des gens du terrain. Et c'est une richesse, et c'est très bien. C'est formidable. Et c'est une richesse pour toute l'humanité. Qu'au bout de 50 ans, la langue chiaoui, la langue kabyle, la langue tergui, la langue znati, la langue chinoui, la langue chilhi, la langue rifi se rejoignent en une langue véhiculaire. C'est formidable. Mais aujourd'hui, nous sommes que ce soit possible, hein. Mais ce qui n'est pas évident, surtout avec des pouvoirs autoritaires. Actuellement, le pouvoir autoritaire d'un côté, alimenté et nourri par une idéologie islamiste rétrograde. De l'autre côté, une mondialisation qui est un véritable machine à enterrer les langues. Je rappelle que l'UNESCO recense 6500 langues dans le monde et que tous les 15 jours, il y a une langue qui disparaît, qui n'a plus de locuteur. Et ce n'est pas en standardisant Tamazirt qu'on va sauver les langues.
pardi. Non. Si, nos amis de l'Aurès sauvegardent leur langue, que les gens du Jura fassent de même pour la leur, que les gens du Chinois fassent la même chose. Si au bout d'un certain temps, nous arrivons à lutter contre cette machine de la mondialisation, contre cette idéologie islamiste qui veut faire de nous, je rappelle que l'islamisme c'est quoi? Tout simplement pour que les gens comprennent. Avant l'avènement de l'islam, pour les islamistes, il n'y avait rien. C'est la jahiliya, c'est la préhistoire et c'est l'ignorance. Après l'islam, il ne doit rien y avoir. Pas de modernité. Donc ils doivent arrêter le temps. Et tous ceux qui sont contre cet arrêt du temps, ce blocage de l'évolution, ceux-là, ils doivent passer à la trappe. Et l'islamisme, il est très, très, très dangereux. Il est aussi entretenu par les pouvoirs en place en Afrique du Nord et par des puissances extérieures, par des pays qui ont des budgets faramineux. Absolument, donc, absolument. Oui. Moi, il y a plusieurs dangers dans cette optique. Il y a absolument plusieurs dangers et la fin justifiant les moyens, les Occidentaux lorgnent sur les richesses de l'Afrique, de l'Amérique latine et autres, et ils composent avec le diable quand il s'agit de pétrole, quand il s'agit de richesses souterraines, quand il s'agit de terrain. Maintenant, ils lorgnent sur les terres, carrément, comme au XIXe siècle. C'est vrai, c'est un retour à la colonisation un peu teinté d'humanisme, de pseudo-démocratie. Bon, la démocratie, chez les Occidentaux, c'est bon. Mais pas ailleurs. Mais pas ailleurs. Chez les autres, on compose bien avec l'ignorance, avec l'obscurantisme. Avec la dictature aussi. Oui. Chez nous, de toute façon, c'est clair. Il y a une alliance entre le képi et le chador. Voilà. Et malheureusement, on arrive à la fin de notre émission, Rachid. Peut-être qu'on a oublié quelque chose? Ou bien un dernier mot? Un dernier mot, disons que on aimerait bien, que moi, personnellement, j'aimerais bien que le projet que je suis en train de monter se démultiplie, que tous les jeunes qui ont accès à l'écriture, que tous les jeunes qui ont accès aux techniques modernes, notamment l'informatique et tout ça, se mettent au service de leur langue, au service de leur patrimoine, au service de leur identité, au service de l'humanité, comme le furent nos ancêtres. Nos ancêtres n'étaient pas faibles. Ils ont été maintes fois colonisés, mais ils ont donné à tout le monde. Ils ont donné énormément à l'humanité et j'invite tout le monde à réfléchir là-dessus et que nous avons de qui tenir, à nous d'honorer la mémoire de nos ancêtres. C'est une belle chute, Rachid. Merci pour cette belle chute d'abord. Merci pour tout ce que tu entreprends depuis donc de longues années et bonne continuation. C'est moi qui vous remercie. Vous aussi, mes amis, merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.